Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce mardi, l'ouverture à Abidjan des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Le président Ouattara a pris part à la cérémonie aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de hautes personnalités du monde de la finance et de l'économie. Événement incontournable du monde de l'agriculture, le Sahara a été l'occasion pour les acteurs du secteur risicole de réfléchir sur les défis qui freinent l'autosuffisance en riz sur le plan national. C'était ce 27 mai au Parc des Expositions lors d'une journée dédiée à cette filière. Et puis nous irons dans le village de Touadji 2, dans la commune de Méagui, où plusieurs corps sans vie de nouveau-nés ont été retrouvés en état de putréfaction dans un WC villageois. La découverte crée colère et indignation dans la localité. Avant de développer ces titres, sachez que c'est un drame au sens étymologique du terme qui s'est produit aujourd'hui sur l'autoroute du Nord. Un accident de la circulation a fait 4 morts et 19 blessés. Le carambolage était si énorme qu'il a impliqué plusieurs véhicules. Des passagers sont morts, calcinés suite à un incendie provoqué par l'accident. Des images insoutenables de cet événement grave continuent de faire le tour des réseaux sociaux et suscitent l'émoi, le triste récit de Moussa Nikema. Dans ces flammes, un conducteur et ses 3 passagers. Selon les premières informations recueillies, tout part d'un carambolage entre un camion et un véhicule de transport qui sera suivi d'un feu qui coûtera la vie à 4 personnes. Juste à côté, une collision impliquant 2 minicars Baka blessera 19 autres. L'accident s'est passé sur l'autoroute du Nord, dans le sens Yopougon-Adjamé. Et dans cette même journée, un camion de livraison de sable a terminé sa course dans un mur, dans la commune de Cocody, entre l'école de la gendarmerie et celle de la police. Le bilan reste encore indéterminé. Ces accidents sont persistants malgré les nombreuses sensibilisations sur le respect du code de la route par les usagers et l'entretien des véhicules. Les 60e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement sont officiellement ouvertes depuis ce matin. Une cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président Alassane Ouattara. Par ailleurs, le chef de l'État a salué la qualité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la BAD, non sans inviter l'institution bancaire à tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. En la matière, la Côte d'Ivoire reste un exemple. La collaboration avec la BAD a permis en 10 ans de doubler les acquis dans notre pays. Le récit de Pierre Dipomela. Plus de 5000 délégués, dont des chefs d'État et de gouvernement, des ministres des Finances, des gouverneurs de banques centrales, le secteur privé, la société civile, ont pris part à l'ouverture solennelle des assemblées annuelles de la BAD, Banque africaine de développement. Cérémonie présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, qui a félicité Akinwumi Adesina, sortant de l'institution, pour les performances exceptionnelles réalisées sous son magistère. Je voudrais également féliciter Akin pour son engagement en faveur du développement du continent. Tout ce que vous nous avez montré ici parle pour chacun de nous et vraiment nous montre à quel point vous avez dynamisé la banque. Et je voudrais vous dire à nouveau félicitations, mon cher frère et cher ami. Sous votre direction, la Banque africaine de développement a enregistré des performances exceptionnelles, guidées par des priorités réunies sous l'appellation de High Five, comme vous l'avez dit, à savoir éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. Avant lui, le chef de l'État ivoirien, le président sortant du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a dressé un bilan qualifié de satisfaisant. Je me suis battue pour ce que je pensais être dans le meilleur intérêt de l'Afrique chaque jour de mon mandat de 10 ans. Ça a été le cas. Je continuerai à servir l'Afrique aujourd'hui et dans le futur. Que Dieu vous bénisse tous, chefs d'État et de gouvernement en Afrique, pour votre soutien à mon endroit et à celui de mes collègues au cours de la décennie passée. Que Dieu bénisse l'Union africaine ainsi que toutes les communautés économiques régionales, le secteur privé, la société civile, les jeunes, les femmes du continent africain, les institutions multilatérales, bilatérales, les institutions partenaires, les organisations, les médias qui nous ont soutenus. Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement, c'est le thème de ces assemblées annuelles du groupe de la BAD qui s'achèveront le 30 mai prochain. À l'issue de ces assises électives,
le successeur d'Akinwumi Adesina sera connu. Événement incontournable du monde de l'agriculture, le Sahara est l'occasion pour les acteurs du secteur risicole de réfléchir aux défis qui freinent l'autosuffisance en riz dans notre pays. La journée de ce mardi 27 mai a donc été dédiée à la promotion du riz local, une filière qui se présente aujourd'hui comme une véritable source d'opportunités en Côte d'Ivoire. Le compte rendu de Nadia Eja. Des petites unités artisanales aux grandes usines en passant par les mini-rizeries, la transformation du riz en Côte d'Ivoire se fait sur plusieurs niveaux. En Côte d'Ivoire, nous avons 3 types d'unités. Nous avons les petites unités artisanales, qu'on appelle des monoblocs, qui font un certain type de riz, qui sont au nombre de plus de 5000 effectivement opérateurs. Maintenant, à côté de ça, vous avez un deuxième niveau de la transformation. Et aujourd'hui, à ce niveau-là, il existe plus de 450 petites unités qu'on appelle les mini-rizeries. Chaque capacité de ces unités-là est de 10 000 tonnes. Maintenant, on a ce qu'on appelle les usines terminales, où l'État a fait un investissement pour la mise en place de 30 usines. Et des usines de 5 tonnes heure, c'est-à-dire chaque usine fait 25 000 tonnes. Si l'ensemble de ces unités de transformation donne de l'espoir, des défis demeurent et entravent l'atteinte de cet objectif. Pour y remédier, il faut entre autres renforcer l'approvisionnement du paddy, mécaniser la culture et pratiquer l'irrigation. On a une capacité de transformation de près de 4 millions de tonnes de riz, mais au niveau local, pour l'instant, toutes ces unités-là tournent à peine à 10% de leur capacité. Et donc le grand défi aujourd'hui, c'est l'approvisionnement du paddy. Deuxièmement, c'est l'aspect de mécanisation, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que nos jeunes gens ne peuvent plus retourner à la terre pour faire du riz comme c'était par le passé. Maintenant, le grand défi qui reste, vous savez, le riz demande beaucoup d'eau. Donc il faut vraiment aller à l'irrigation. Il suffira effectivement qu'on mette en place les aspects d'irrigation. À moins de 1 an, automatiquement, on renverse la tendance. Un secteur promoteur vers lequel se tournent de plus en plus les producteurs. Cette entreprise s'impose progressivement dans le secteur avec diverses variétés de riz, dont le riz blanc, long grain, cassé, baka, étuvé ou violet. Avec toutes ces variétés, nous voulons aussi montrer que le riz local peut valablement concurrencer le riz importé parce qu'il est de qualité, il est frais, il est naturel. Nous avons les ressources humaines et nous avons le potentiel pour atteindre cet objectif d'autosuffisance en riz. Et c'est notre contribution. Nous intervenons sur tous les aspects de la chaîne de valeur. À l'instar de cette coopérative, plusieurs entreprises de production de riz arrivent à tirer leur épingle du jeu et proposer du riz de qualité. Toutefois, elles sont souvent confrontées au manque de moyens pour faire la promotion de leurs produits. La promotion, nous voulons bien la faire, mais c'est un coût inestimable. Et donc, nous sommes en fédération et nous nous mettons ensemble pour être beaucoup plus forts et aller à la promotion. Et c'est comme ça que, de petit à petit, nous ferons connaître le riz à toute la population ivoirienne. Grâce à de nombreuses initiatives, le prix du riz local peut aujourd'hui concurrencer celui du riz importé. De quoi dynamiser ce secteur agricole et impacter l'économie nationale. Le riz, c'est bien, mais quels autres leviers peuvent aussi soutenir la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire? C'est à cela que réfléchit le ministère des Ressources animales et halieutiques. Et à l'occasion de la grande messe de l'agriculture, une conférence tenue en marge du Sahara, la transformation et la valorisation des ressources animales et halieutiques ont été proposées comme solution pour atteindre cet objectif. C'est ce que nous montrent Nadia Eja et Eric Kimou. Produits de mer, ovins, bovins, volailles. Le secteur des ressources animales et halieutiques est bien représenté à cette 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales SARA. Une opportunité pour les éleveurs de faire connaître leurs produits au grand public. Pour les d'ornement, ce n'est pas des animaux destinés à la consommation, tout ne se mange pas. Ces animaux sont utilisés pour la décoration des espaces, l'agrément des jardins et la compagnie. C'est des animaux qui font partie de la famille en quelque sorte. Il y a des poulets qui viennent de la Chine, qui sont d'origine chinoise, des poulets d'origine française, italienne, un peu partout dans le monde. Il y a plusieurs races de moutons en Côte d'Ivoire, mais c'est le Djalonké qui est la meilleure race, parce qu'elle s'adapte à notre climat. C'est le seul mouton, pour ne pas dire la seule race, qu'on peut élever dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Aussi, la race Djalonké a le meilleur rendement carcasse, qui varie entre 56 et 60%, contrairement à la race sahélienne, qui oscille entre 35 à 40%.
Visitant les stands du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le ministre Sidi Thiemoko Touré, en charge des ressources animales et halieutiques, a invité la population à se tourner vers ce secteur. Le potentiel est énorme. C'est vraiment l'un des secteurs vierges en investissement où nous invitons les Ivoiriens à avoir un regard bienveillant pour leurs propres ressources qui comptent gagner en réalité. Je l'ai souvent répété, le secteur des ressources animales et halieutiques constituera, en tout cas pour l'avenir, le futur café-cacao. Il ne faut pas attendre que ce secteur soit saturé pour s'y intéresser. L'État fait ce qu'il peut en organisant l'écosystème, en régulant l'écosystème, en faisant les investissements, en formant. Maintenant, la production est du côté du secteur privé. Durant son passage au Sahara ce 27 mai, le ministre des Ressources animales et halieutiques a pris part à une conférence organisée autour du thème « Transformation et valorisation des ressources animales et halieutiques, levier pour la souveraineté alimentaire ». Leur rôle dans le maintien de la paix est connu, le rapport à la cohésion sociale aussi. Les chefs traditionnels s'engagent en faveur d'un processus électoral apaisé dans le respect des valeurs de dialogue, de cohésion et d'unité nationale. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a entamé à cet effet une tournée d'écoute et de sensibilisation. Première étape ce lundi 26 mai à la mairie d'Adjamé. Faltia Koulibaly, Eric Kimou. Rencontre de sensibilisation à l'initiative du président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire dans le but de promouvoir une culture de paix et de responsabilité citoyenne en amont de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Cette action s'inscrit dans une dynamique de mobilisation des populations autour du respect des règles et des principes démocratiques, gage d'un scrutin apaisé et crédible. Apprenons à respecter nos lois, à faire confiance à nos institutions et à faire de chaque élection une étape de maturité démocratique et non un moment de péril. Nous devons, disons, dans nos différentes contrées, instruire nos populations, nos parents, pour leur dire qu'une élection, ce n'est pas la guerre. Une élection, ce n'est pas la guerre, c'est un jeu où il y a un vainqueur, où il y a un vaincu. Le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a pour sa part tenu à rappeler la mission essentielle dévolue à cette instance dans le cadre du processus électoral. Notre rôle en tant que Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, ce sera donc d'amplifier nos sessions de formation à l'endroit des présidents de jeunesse de Côte d'Ivoire, la sensibilisation également, mais également la remontée des informations. À travers cette initiative, les autorités traditionnelles réaffirment leur rôle de pilier de la stabilité sociale, appelant chaque citoyen, en particulier la jeunesse, à privilégier le dialogue, la tolérance et la paix. Une mobilisation qui se veut exemplaire à l'approche d'un rendez-vous électoral déterminant pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et ce rendez-vous, c'est bel et bien la présidentielle. Et justement, moins de 3 semaines avant le congrès du parti au pouvoir, les pré-congrès, eux, se poursuivent avec partout un même message, un soutien sans faille à la candidature du président Ouattara. Ce week-end, à Adzopé, les militants RHDP de la région de la Mé sont sortis nombreux pour un grand meeting. Nadia Ija. Nous, structure de base, président de comité de base, secrétaire de section, secrétaire de zone, secrétaires départementaux et membres de la coordination régionale du RHDP de la Mé, désignons à l'unanimité et par acclamation son Excellence M. Alassane Ouattara, candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le choix est clair pour les militants du RHDP de la Mé, venus massivement prendre part au pré-congrès organisé par la coordination régionale RHDP de la Mé. Une déclaration faite en présence du président du conseil régional de la Mé. Il a réaffirmé l'engagement de sa région pour le RHDP. C'est grâce à un travail acharné et un engagement de tous les instants que tous les militants ici présents, que nous avons réussi ensemble à renverser la tendance pour faire du RHDP le plus grand et incontesté parti de la région de la Mé. Allez dire au président de notre grand parti que les militantes et militants de la région de la Mé se tiennent dans les meilleures dispositions pour porter et relayer les valeurs auxquelles il est profondément attaché et qu'il nous a enseignées.
la cohésion sociale en restant soudés dans nos rangs, l'ouverture vers ceux qui ont de la sympathie pour le RHDP, mais qui hésiteraient encore à nous rejoindre. Cette rencontre s'est tenue en présence du ministre Bouaké Fofana, représentant le directoire du parti. Les élus locaux sont aussi des officiers d'état civil. Il est donc important pour eux de maîtriser la gestion de l'état civil. Et justement, l'Office national de l'état civil et de l'identification a décidé de les former. La session s'est tenue au centre de formation de l'agence ONECI et a pour but de professionnaliser davantage la gestion de l'état civil au niveau communal, comme nous l'expliquent Feltia Koulibaly et Eric Kimou. Plusieurs élus locaux investis des fonctions d'officier d'état civil ont pris part à une session de formation stratégique organisée par l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONECI. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de renforcement des compétences de ces acteurs de proximité en vue d'optimiser la qualité du service de l'état civil au bénéfice des populations. Je suis très heureux de participer à cette formation-là. Qui dit formation, c'est dit que c'est sorti des agents de l'état civil de l'ignorance, nous sortir et nous conduire dans le monde et de la connaissance et peaufiner quand même notre État. À la sortie de cette formation, nous voulons être vraiment outillés pour pouvoir apporter ce plus à notre population. Le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONECI a souligné avec insistance l'importance stratégique de cette formation. La formation des agents en charge de l'état civil et des officiers d'état civil constitue un levier important dans le processus de modernisation de notre système d'identification. Ça permet non seulement d'harmoniser les pratiques, de renforcer la maîtrise des outils numériques et des procédures sécurisées, mais aussi de sensibiliser les officiers d'état civil aux enjeux de la transparence et de la fiabilité des données. Prévue du 26 au 27 mai, cette session s'inscrit pleinement dans la dynamique de modernisation de l'état civil engagée par l'ONECI. Durant ces 2 jours, les participants seront outillés autour de thématiques clés telles que le rôle de l'agent de l'état civil et l'harmonisation des pratiques administratives. Et dans le chapitre de la santé, la Côte d'Ivoire n'en a pas encore fini avec la poliomyélite. La lutte se poursuit dans le pays. Une nouvelle campagne de vaccination contre cette maladie invalidante se tiendra du 30 mai au 2 juin prochain. La campagne concernera les enfants âgés de 0 à 59 mois. Voyons les précisions de Moussa Dikema, Mina Touré et Joseph Zekret. La deuxième phase des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite aura lieu du 30 mai au 2 juin prochain. Une étape qui intervient après la détection de quelques cas dans le pays. Depuis quelque temps, nous faisons face à une épidémie d'un poliovirus circulant de type 2, confirmant que la bataille n'est pas encore gagnée. En effet, en 2024, 31 cas ont été détectés au cours de nos activités de surveillance environnementale, notamment dans les villes d'Abidjan, de Soubré et de Korogo. Et depuis le début de l'année 2025, 3 nouveaux cas ont été identifiés dans la ville d'Abidjan. La vaccination reste l'un des outils les plus puissants et les plus rentables en matière de santé publique. Fort des bons résultats de la première phase, dont la couverture vaccinale était de 103%, Soro Kuntele annonce une deuxième phase. Nous lançons du 30 mai au 2 juin 2025 le deuxième passage des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite pour cette année. Cette campagne vise à vacciner 9 712 691 enfants d'un âge compris entre 0 et 59 mois sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie de lancement officiel aura lieu le 30 mai 2025 dans l'enceinte de la mairie d'Adjamé, dans le district sanitaire d'Adjamé-Plateau-Atekoubé, l'une des zones récemment touchées. La vaccination est gratuite, sûre et elle est efficace. Il invite les populations à réserver un bon accueil aux différentes équipes qui sillonneront l'ensemble des 113 districts sanitaires du pays. Il ajoute que les enfants qui n'auront pas reçu leur goutte pourront se rendre dans les centres de santé les plus proches. C'est une découverte bouleversante qui plonge le village de Touadji 2 dans la commune de Méagui dans une totale consternation.
Plusieurs corps sans vie de nouveau-nés ont été retrouvés en état de putréfaction très avancé dans un WC villageois. Un fait tragique que l'on s'explique difficilement dans ce village, aujourd'hui partagé entre colère et indignation. Pierre Dipomela. Toadi 2, localité rurale dans la commune de Meyagui. 6 corps de bébés en décomposition ont été extraits d'un trou d'une profondeur d'environ 15 mètres. Le nombre total des corps reste encore indéterminé, vu l'état de décomposition avancé de certains. Les villageois sont sous le choc. C'est hier, moi, je suis dans la maison, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, à côté de ta pocherie, ils ont fait découverte du corps. Donc, il s'est arrivé dans ma grande sécurité. En dimanche, j'étais convoqué. Donc, il s'est parti automatiquement. Comment on appelle ça, la police. Tout est parti d'une forte odeur nauséabonde, signalée par un riverain en s'approchant d'un WC abandonné. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis, bon, ils ont trouvé les morts nés ici. On les a envoyés on les a mis dans ces trous-là. Puisque l'hôpital a tout ce qu'il faut, même dans les grandes villes, à Abidjan, partout, où il y a, pour avoir la forêt, la place pour pouvoir enterrer les gens, c'est déjà loin, mais l'hôpital prévoit. Moi-même, ça me surprend. Aussitôt alertés, les autorités locales se sont rendues sur place. La police, appuyée par les services sanitaires, a procédé au constat avant de sécuriser la zone et d'extraire les corps. L'enquête, on ne peut pas actuellement accuser quelqu'un. Il faut véritablement une enquête. Il faut une enquête parce qu'un enfant est mort-né ne peut pas être jeté, ou bien un enfant, la mère met son enfant au monde et peut-être elle n'a pas envie d'avoir cet enfant, elle le jette dans un trou. Mais il faut qu'une enquête soit faite. Parce qu'un enfant, on peut accepter 2, à la rigueur c'est acceptable, mais jusqu'à 6, il faut forcément une enquête. Et je voudrais vraiment exhorter en tout cas toutes ces compétences à se mettre au travail pour que nous sachions de quoi véritablement il s'agit. Parce que moi, monsieur le maire, je suis fort étonné de voir qu'il y a une telle situation. Les corps extraits sont transférés à la morgue. Une enquête ouverte permettra d'en savoir plus sur cette tragique découverte sépulcrale qui suscite colère et indignation des populations. C'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Retour de l'information à 12h50 demain. Je vous retrouve avec le même plaisir à 19h50. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.